Il existe un rejet qui semble arracher l'âme. Tu ne comprends pas ce qui s'est passé ni où exactement tu as perdu le contrôle. Tout ce que tu ressens, c'est le poids de quelqu'un qui t'a tourné le dos, comme si tu ne valais pas la peine d'une explication. Mais, et si je te disais qu'il existe une manière de transformer cet abandon en une attraction irrésistible? La clé n'est pas de courir après cette personne ni d'essayer de t'expliquer. Il s'agit de faire exactement le contraire de ce que ton émotion te demande. Le stoïcisme enseigne que la véritable force naît dans le silence, et c'est ce silence bien utilisé qui commence à agir pour toi, sans message, sans exigence, juste une présence intérieure. Dans cette vidéo, tu découvriras comment faire en sorte que la personne qui t'a rejeté commence à te manquer et revienne vers toi. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tu n'auras pas besoin de te perdre toi-même. Quand quelqu'un te rejette, la douleur ne vient pas seulement de la fin de la relation. Elle provient de la rupture, d'un reflet émotionnel. Tu t'attendais à être choisi, à être bien accueilli, et soudain, tout ce qui était chaleur se transforme en distance. Le rejet réveille de vieilles peurs, la peur de ne pas être assez, la peur de la solitude, la peur de ne plus être rappelé. Et alors naît le réflexe le plus commun et le plus destructeur, courir après. C'est un mouvement presque automatique. Ton instinct te dit que si tu insistes encore un peu, si tu t'expliques mieux, si tu montres à quel point tu tiens à cette personne, peut-être qu'elle changera d'avis, peut-être qu'elle verra ta valeur et reviendra, et tout sera réglé. Mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que, en courant après, tu ne te bats pas pour l'amour, tu essaies seulement d'éviter l'inconfort d'être rejeté. Et dans cette tentative désespérée de récupérer ce qui est perdu, tu te perds toi-même. Du point de vue du stoïcisme, c'est une trappe émotionnelle classique. Tenter de contrôler ce qui échappe à ton contrôle, comme l'amour de l'autre, la présence de l'autre ou la décision de l'autre. Rien de tout cela n'est sous ton contrôle. Plus tu essaies de forcer, plus tu t'éloignes de ce qui est essentiel, ta propre dignité. Courir après cette personne, c'est comme crier à quelqu'un qui a déjà décidé de se boucher les oreilles. C'est comme offrir tout de toi à ceux qui ne savent pas ou ne veulent pas recevoir. Le stoïcien comprend que la seule chose que nous pouvons réellement contrôler, c'est la façon dont nous réagissons. Et ne pas réagir à l'abandon avec désespoir est l'un des plus grands actes de force qu'un être humain puisse accomplir, parce que ce n'est pas naturel. Tout en toi veut agir, envoyer un message, demander des explications, montrer ta valeur. Mais si tu fais ça, tu perds l'opportunité la plus puissante de changer le cours des événements, l'absence avec intention. L'absence, quand elle vient d'un lieu de respect de soi, a un poids que les mots n'ont pas. Elle ne crie pas, mais elle parle plus fort. Elle n'exige rien, mais elle dérange. Elle n'oblige personne, mais elle laisse des marques. Quand tu choisis de ne pas courir après, tu choisis de rester dans le silence. Et ce silence agit comme un miroir que tu tiens devant l'autre personne. Dans ce miroir, elle voit le vide qu'elle a laissé et commence à se demander si tu as avancé, si tu l'as oublié, si tu as trouvé quelque chose ou quelqu'un de mieux. Avant de continuer, si tu es nouveau sur ma chaîne, profite pour t'abonner et activer la cloche pour continuer à recevoir mon contenu et t'aider à vivre une vie beaucoup plus épanouie. L'esprit humain déteste les espaces vides. Et cette absence génère une doute plus douloureuse que la certitude de ta présence. Mais cet effet ne se produit pas si tu agis sous l'impulsion. Le jeu change quand tu agis consciemment, quand tu réalises que ta présence est trop précieuse pour être dispersée là où elle n'est pas désirée. Il ne s'agit pas d'orgueil, mais d'estime de soi. Tu ne joues pas pour gagner quelqu'un, tu choisis de ne pas te perdre pour personne. Et cette position est rare. Il est rare de voir quelqu'un ressentir de la douleur et pourtant ne pas se trahir. Quelqu'un qui sait que le manque de réciprocité n'est pas une raison pour se diminuer. La plupart des gens essaient de récupérer en étant plus présents. Toi, tu vas faire le contraire. Tu vas te retirer avec classe, tu vas te taire sans dramatiser, tu vas continuer ta vie sans fanfare. Et c'est précisément là que la rareté commence à créer quelque chose. Ce qui est rare se fait remarquer.
La présence insistante est ignorée, mais l'absence qui reste fermement en place, sans demander d'attention, commence à provoquer de l'inconfort. La personne sent qu'elle a perdu l'accès à toi et plus encore, elle sent qu'elle n'a plus de pouvoir sur toi. Cela perturbe profondément ceux qui pensaient t'avoir en main. Et l'essentiel, c'est qu'en ne poursuivant pas cette personne, tu te rends à toi-même. Tu sors du centre de l'anxiété pour entrer dans celui de la conscience. Tu ne cherches pas à reconstruire ce qui est à l'extérieur, tu reconstruis ce qui est à l'intérieur. Il ne s'agit pas seulement d'attirer à nouveau l'autre, c'est une conséquence si cela arrive, tant mieux. Sinon, tu seras déjà dans un endroit beaucoup plus intégré, et le retour de cette personne ne sera plus une nécessité, mais une décision consciente. La poursuite, en revanche, est une négociation avec désespoir. C'est là que tu te regardes dans le miroir et que tu dis « Je ne suis pas suffisant. J'ai besoin d'être accepté par ceux qui m'ont rejeté. » Cette posture devient addictive. Chaque fois qu'on te rejette et que tu cours après, tu renforces en toi l'idée que l'autre a plus de valeur que toi. Et chaque fois que cette tentative échoue, tu t'effondres un peu plus. Ton identité commence à se fragiliser. Tu commences à te voir à travers les yeux de ceux qui ne te voulaient pas. Mais quand tu laisses tout tomber, que tu respires et que tu choisis de te retirer, quelque chose en toi commence à se réorganiser. Tu ressens la douleur, bien sûr, mais tu ne te laisses pas emporter par elle. Tu ressens l'absence, mais tu comprends que cette carence ne te définit pas. Tu ressens des doutes, mais tu choisis de faire confiance au temps, au silence et surtout à toi-même. Et cette décision silencieuse, intime, presque invisible, a un impact énorme. C'est à partir de ce moment que tu commences à te reconstruire, et cette reconstruction a des effets puissants. L'un d'eux est que ceux qui t'ont rejeté commencent à ressentir ton absence d'une manière différente. Avant, il leur était confortable de t'ignorer, mais maintenant, il y a de l'inconfort, un écho, un espace vide. Tu n'es plus prévisible. Ce qui n'est plus garanti devient intéressant pour l'esprit humain. La curiosité commence à croître. Le silence commence à générer des questions. Et sans que tu dises un mot, sans rien demander, tu recommences à occuper un espace, mais cette fois, grâce à ton silence et ta force, et non à ton insistance. Mais regarde, le stoïcisme ne t'invite pas à utiliser cela comme une stratégie de manipulation. Ce n'est pas un tour pour faire revenir l'autre. C'est avant tout un chemin de guérison personnelle, un processus de reconnexion avec ta propre valeur. La beauté de cela, c'est que lorsque tu te tournes vraiment vers l'intérieur, lorsque tu te reconstruis véritablement, le retour de l'autre n'est plus une condition pour ton bonheur. Tu comprends que ce qui semblait une perte était en réalité une libération. Ce qui semblait être la fin était en fait le début de son tournant émotionnel. Et puis, si par hasard l'autre revient, il ne trouvera pas la même personne. Il trouvera quelqu'un de plus complet, de plus serein, plus conscient de sa propre valeur. Et la décision d'accepter ou non ce retour sera sienne, non par orgueil, mais par clarté. Tu évalueras si cette présence s'ajoute à ta vie ou si elle ne fait que répéter de vieux schémas. Et c'est ça, la liberté. Alors, ne cours pas après lui. Pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu ressens tellement que tu choisis de ne pas te jeter au sol pour ceux qui n'ont pas eu le courage de rester. La douleur du rejet ne doit pas être guérie par plus d'exposition. Il faut y faire face avec le silence, la fermeté et la présence intérieure. Le stoïcien ne mendie pas. Il ressent, il respire et il choisit avec sagesse. Le rejet ne définit pas qui tu es. Sa réaction, si. Et quand ta réaction n'est pas la colère, tu ne protèges pas seulement ta dignité. Tu allumes dans l'autre une flamme de doute qui peut se transformer en regret. Et lorsque cela se produit, quand tu tiens bon et que l'autre revient, tu n'es plus au même endroit qu'auparavant. Tu as grandi, vous vous êtes respecté, tu t'es transformé. Voilà ce qui change tout. Les mots qui nous échappent avant d'être digérés sont comme une sirène interne qui se met à crier, exigeant que tu réagisses, que tu dises quelque chose, que tu fasses quelque chose, que tu reprennes le contrôle. Mais c'est là que réside l'erreur.
C'est précisément dans ce moment, juste quand tout en toi crie d'urgence, que tu as le plus besoin d'un instant de repos. Contrôler sa réaction est peut-être la compétence émotionnelle la plus sous-estimée qui existe. Il est facile d'agir quand on est calme. Le véritable défi commence lorsque tu es dérangé, ignoré ou blessé. La réaction instinctive n'est souvent pas un acte de force, mais un reflet de la douleur. Et cette douleur, lorsqu'elle n'est pas filtrée, devient des attitudes qui ne servent qu'à t'éloigner encore plus de ce que tu veux. Au moment du rejet, ce que tu fais définit ce qui viendra après. Et c'est ici que le stoïcisme devient une arme puissante. Il ne te dit pas de réprimer ce que tu ressens, mais il t'enseigne à ne pas laisser ce que tu ressens devenir un comportement destructeur. Parce que quand tu exploses, tu te poursuis, tu envoies des messages impulsifs, tu essaies de prouver quelque chose à toi-même. Tu n'agis pas avec clarté, tu essaies seulement d'étouffer la douleur, de montrer que tu es toujours là, demandant inconsciemment à l'autre de valider cela. Mais cela ne fonctionne jamais, car personne ne se demande qui a perdu le contrôle et personne ne regrette ceux qui demandent de l'attention. Le silence n'est pas de la froideur, c'est une décision. Une décision de ne pas réagir à la chaleur de l'émotion, de ne pas céder ton pouvoir à quelqu'un qui clairement n'est pas prêt à le valoriser. Il est possible que la personne qui t'a rejeté ne se rende même pas compte de l'impact que cela a eu. Peut-être a-t-elle agi sur un coup de tête ou a suivi un instinct égoïste sans mesurer les conséquences. Et ce que tu feras ensuite déterminera si tu te noies ou si tu émerges. La réaction impulsive n'est pas seulement émotionnellement dangereuse, elle est aussi stratégiquement et psychologiquement inefficace. Ce qui déstabilise vraiment quelqu'un qui t'a rejeté, ce n'est pas un long texte avec des affirmations, ni une discussion pleine d'arguments, ni une série de messages sans réponse. Ce qui trouble l'esprit, c'est le vide, c'est le silence sans explication. C'est l'espace que tu laisses quand tu refuses de participer au jeu émotionnel de l'autre. Parce que, vois-tu, quand tu réagis de manière excessive, tu confirmes le pouvoir que l'autre a sur toi. C'est comme si tu lui disais « Tu m'as détruit et maintenant tout ce que je fais tourne autour de toi. » Cela ne suscite ni respect ni nostalgie. Mais quand tu contiens ta réaction, que tu respires profondément et que tu choisis de ne pas bouger, ce que tu transmets est complètement différent. Cela montre que tu es plus grand que ça, que tu n'as plus accès à mes émotions, que tu choisis ta paix. C'est tout. Et cela change tout. Contrôler la réaction n'est pas facile. C'est une bataille interne. C'est entendre le bruit de ton téléphone et résister à la tentation de répondre immédiatement. C'est voir une photo de l'autre et ne pas te laisser emporter par la nostalgie. C'est lire une pique et ne pas y répondre, rester centré malgré la provocation. Mais ce contrôle est comme un muscle. Plus tu pratiques, plus il devient fort. Et plus il devient fort, plus tu récupères ton autonomie émotionnelle. Le stoïque, dans son essence, n'est pas quelqu'un de froid, mais quelqu'un qui a de la clarté. Il ne se laisse pas emporter par les vagues émotionnelles. Il observe, il ressent, mais il choisit d'agir avec un but, non par impulsivité. Et cette attitude, lorsqu'elle est appliquée dans les relations, est transformative. Elle démontre une présence intérieure. Tu ne te caches pas, tu te préserves. Tu ne fuis pas, tu choisis de ne pas t'offrir à ceux qui ne savaient pas comment te recevoir. Les gens réagissent de façon excessive parce qu'ils pensent qu'ils doivent prouver quelque chose. Mais la vérité, c'est que ce qui te rend inoubliable pour quelqu'un qui t'a rejeté, ce n'est pas l'intensité de ta réponse, mais la profondeur de ton silence. Quand l'autre se rend compte que tu n'essaies plus de le convaincre de quoi que ce soit, il commence à se demander pourquoi. Et c'est dans cette question que naît le regret. De plus, contrôler ta réaction est un cadeau que tu te fais à toi-même. Cela te protège de la culpabilité, de la honte et du regret d'avoir dit ce que tu n'aurais pas dû. Cela te place dans un lieu de force silencieuse où réside la dignité. Parce que si la douleur est inévitable, qu'elle serve au moins à te relever et non à t'enfoncer davantage. Et tomber dans ce cas, c'est réagir de la manière attendue par l'autre, suivre le script émotionnel habituel, être prévisible. L'imprévisibilité émotionnelle
naît de l'autocontrôle. Quand tu agis avec lucidité au milieu du rejet, tu brises le cycle. L'autre ne sait plus à quoi s'attendre. Et là où il y a du doute, il y a de l'espace pour la réflexion, pour la nostalgie, pour la réévaluation. Parce qu'aussi longtemps que tu restes pris dans le cycle réactif, il n'y a rien de nouveau. Et ce qui n'est pas nouveau n'attire pas l'attention. C'est pourquoi contrôler ta réaction est plus que ne pas répondre aux messages. Il ne s'agit pas de créer des scènes dans ta tête, ni de nourrir des dialogues imaginaires. Il ne s'agit pas d'être accro à la douleur. C'est rediriger ton attention vers toi-même, transformer l'énergie que tu utilisais autrefois pour essayer de changer l'autre en force pour reconstruire ta propre structure intérieure. Ce contrôle se manifeste dans de petits actes. Quand tu prends une respiration avant de parler, quand tu choisis le silence plutôt que le désespoir, quand tu te concentres sur ta croissance plutôt que sur ta vengeance, et surtout, quand tu comprends que ta réaction est ta signature émotionnelle. Elle dit bien plus de toi que de celui qui t'a fait du tort. Tu n'as pas à être parfait. Tu ressentiras de la colère, de la tristesse, de l'indignation, et c'est bien. Mais tu n'as pas à t'y vautrer. Tu peux les ressentir sans devenir un fardeau. Tu peux reconnaître tes émotions sans être submergé par elles. Et plus tu pratiques cette présence consciente, plus tu te rends compte que tu as du pouvoir. Un pouvoir qui ne dépend pas de récupérer l'autre, mais de ne pas te perdre toi-même dans le processus. Et puis, un jour, peut-être des semaines après, ou même des mois, l'autre te manquera. Et quand cela arrivera, il ne se souviendra pas de tes messages désespérés, ni de tes supplications, ni de tes réactions incontrôlées. Il se souviendra du silence de l'absence, ferme et plein de contrôle de soi. Et c'est cela qui provoquera le doute, le malaise, l'envie de te chercher. Mais à ce moment-là, tu auras compris que le plus important n'était pas qu'il ou elle revienne. C'était que toi, tu n'aies pas perdu ton chemin. Le silence a un pouvoir que peu de gens comprennent. Ce n'est pas le silence qui provient de l'abandon, mais celui qui naît du choix conscient. Ce silence qui provient de l'autocontrôle, de la sagesse de la décision, de ne pas nourrir ce qui ne mérite plus ton énergie. Ce silence-là n'est pas absence, il est présence profonde. C'est un cri intérieur qui refuse de se manifester dans le désespoir. Et quand tu apprends à le maîtriser, il devient ton meilleur atout. La plupart des gens croient que le bruit résout les choses. Ils pensent qu'il faut dire, expliquer, justifier, supplier, envoyer des messages, faire comprendre à l'autre. Ils croient qu'en parlant plus, ils ont plus de chances d'être entendus. Mais l'amour ne fonctionne pas ainsi. Le désir ne naît pas de la présence constante, mais de l'espace. Et l'impact que tu as sur quelqu'un qui t'a rejeté dépend souvent directement de ta capacité à te taire au moment adéquat. Tu n'as pas à disparaître du monde, mais tu dois disparaître du radar émotionnel de ceux qui t'ont rejeté. Ce n'est pas de la vengeance, ce n'est pas de la froideur. C'est une décision ferme de ne pas nourrir la même dynamique qui t'a fait mal. Parce que chaque message que tu envoies, chaque pic que tu publies, chaque tentative de paraître bien ou meilleur est une réaction qui révèle un besoin. C'est une façon de dire « j'ai encore besoin que tu me vois ». Et cette demande déguisée d'attention vide efface ta présence, le véritable silence. Cela commence à l'intérieur. Il ne s'agit pas seulement de ne pas parler à l'autre, mais de cesser de nourrir des pensées à son sujet. Il s'agit de cesser de créer des dialogues dans notre esprit, de cesser de chercher des signes, des indices, des réponses. C'est le silence intérieur qui est nécessaire. Ce silence est peut-être la partie la plus difficile, car l'esprit a été conditionné à chercher ce qu'il a perdu, à essayer de comprendre, à prédire. Mais la liberté naît lorsque tu arrêtes de vouloir tout comprendre et que tu commences à accepter les choses telles qu'elles sont. Maîtriser le silence, c'est savoir que tu n'as pas besoin de mots pour être souvenu. Parfois, ton absence peut être plus frappante que n'importe quel discours. Ce n'est pas l'explication qui crée la nostalgie, mais le vide bien placé. Ce vide existe dans l'intervalle entre ce qui a été et ce qui aurait pu être. Et ce vide n'existe que lorsque tu arrêtes de le remplir avec des tentatives incessantes. Si vous êtes arrivé jusque-là, écrivez en commentaire « Moi aussi,
je mérite d'être aimé. Dans le stoïcisme, le silence n'est pas de la lâcheté, mais la prise de conscience qu'il n'a aucun sens de discuter avec quelqu'un d'indifférent. C'est sage de se rendre compte que certaines batailles ne se gagnent pas en attaquant, mais en se retirant. Et ce retrait n'est pas une fuite, il est stratégique. Ce n'est pas pour manipuler l'autre, mais pour te protéger, te préserver, te prioriser. C'est un type de retrait qui n'est pas un échec, mais un mouvement vers toi-même. Celui qui t'a rejeté, à un niveau quelconque, attendait ta réaction. Il attendait ton message, ton drame, ton insistance. Mais lorsque tu offres le contraire, quelque chose se brise. Le contrôle change de main. Ce qui était prévisible devient étrange, et ce qui était certain devient un doute. Et c'est là que le jeu change, non pas parce que tu as fait quelque chose de fou, mais parce que tu as eu le courage de ne rien faire. C'est étrange à dire à voix haute. Ne rien faire, c'est faire tout ce qu'il faut. Mais quand il s'agit de l'impact émotionnel, c'est une vérité puissante. Le silence nous dérange, il soulève des questions, génère de la tension. Et cette tension est essentielle pour que l'autre commence à réfléchir. Si tu t'expliques tout le temps, tu soulages le malaise de l'autre. Mais quand tu te tais, le malaise grandit. Et c'est là que naît la conscience. Le silence te redonne ton pouvoir. Tu cesses de te gaspiller, de te faire du mal en cherchant à être entendu. Tu arrêtes de t'épuiser en attendant des réponses qui ne viennent pas. Et ce repos émotionnel est libérateur, car tu réalises que tu n'as besoin de rien d'autre que de toi-même pour commencer à guérir. Et plus tu guéris dans le silence, plus l'autre ressent ton absence. Il y a un point crucial à comprendre ici. Tu ne maîtrises pas le silence pour que l'autre revienne. Tu maîtrises le silence pour qu'en cas de retour de l'autre, tu sois une personne différente, plus centrée, plus entière, plus libre. Parce que s'il s'agit de recommencer quelque chose, que ce soit avec une nouvelle version de toi, et non avec celle qui était blessée, anxieuse, désespérée d'attention. Le silence est l'espace où cette nouvelle version de toi commence à émerger. Les gens ont peur du silence, parce qu'ils le confondent avec de la faiblesse. Ils pensent que ceux qui ne réagissent pas ont perdu. Mais c'est tout le contraire. Ceux qui réagissent impulsivement révèlent leur fragilité. Celui qui se tait révèle son contrôle. Ce n'est pas facile, ça fera mal. Cela te dérangera, ça créera de l'anxiété les premiers jours. Mais si tu résistes, si tu traverses cette phase sans te rendre, tu sentiras une force émerger, une force que tu ne savais même pas que tu avais. Alors, peu à peu, l'autre commencera à le ressentir. Il se rendra compte qu'il a perdu l'accès à toi. Il sentira qu'il ne te touche plus de la même manière, qu'il ne reçoit plus tes réponses émotionnelles comme avant. Et ce changement est puissant, car l'esprit humain est poussé par le besoin de contrôle. Lorsqu'il réalise qu'il a perdu ce contrôle, il cherchera à le récupérer. Et tu verras des signes subtils. Un j'aime inattendu, un message aléatoire, une approche timide. À ce moment-là, tu devras faire un choix. Mais comme tu le vois, tu n'attends pas tranquillement que cela se produise. Tu te tais, car tu as compris que ta valeur ne dépend plus de la réaction de l'autre. Tu n'as plus besoin qu'on se souvienne de toi pour te sentir important. L'absence de l'autre n'enlève rien à sa présence dans ce monde. Et tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Le silence, lorsqu'il vient d'un endroit de haute estime de soi, est transformateur. Il guérit, fortifie, réorganise, et surtout, il te montre qu'au moment où tu étais là, à essayer d'être écouté, ce dont tu avais le plus besoin, c'était d'écouter toi-même. Lorsque tu suppliais pour de l'attention, ce qui manquait le plus, c'était que tu prêtes attention à toi-même. Le cri ne se résout pas lorsque l'âme est épuisée. Et lorsque tu maîtrises le silence, non seulement tu te protèges, mais tu renais. Tu apprends à dire par l'absence ce que la présence ne pouvait pas exprimer. Tu montres, sans prononcer un mot, que ta valeur ne diminue pas parce que quelqu'un ne l'a pas reconnue. C'est tout. Personne ne peut ignorer cela pendant longtemps. Il y a des moments dans la vie où être présent ne signifie plus être vu. Tu te donnes, tu insistes, et pourtant, tu as l'impression d'être ignoré. C'est comme crier dans une pièce vide, comme t'approcher de quelqu'un qui t'ignore.
Et pourtant, la plupart des gens restent là, se faisant présents, croyant qu'un jour l'autre se rendra compte. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que souvent, l'impact que tu veux avoir ne réside pas dans la présence, mais dans l'absence. Montrer ton absence n'est pas disparaître par vengeance. Ce n'est pas donner un silence dans l'espoir d'une réaction immédiate. C'est bien plus profond que ça. C'est retirer ton énergie de là où elle n'est pas appréciée. C'est t'éloigner avec dignité. C'est laisser l'espace que tu occupais parler pour toi. Tout ce que les mots ne peuvent plus atteindre. L'esprit humain s'habitue rapidement à la présence constante. Même après un rejet, ta présence devient le fond sonore. Elle perd de sa valeur, elle devient du bruit. Ce n'est qu'un autre son qui ne capte plus l'attention. Mais lorsque tu prends du recul, véritablement, calmement, avec conviction, un vide commence à se former. Au début, il est peut-être imperceptible, mais au fil du temps, cette absence commence à déranger, à faire mal, à appeler. Pourquoi cela se produit-il? Parce que lorsque tu te retires fermement, sans drame, sans explication, sans chercher à être remarqué, tu changes complètement l'énergie entre toi et l'autre. Tu abandonnes la position de chercheur pour prendre celle de sélecteur. Tu cesses d'être celui qui court derrière et tu deviens celui qui se retire avec paix. Et cela, pour ceux qui t'ont rejeté, est profondément déconcertant. C'est facile de passer à côté de quelqu'un qui est toujours disponible, mais c'est difficile de gérer le silence de ceux qui ne sont plus là. L'absence bien placée crée l'espace pour que l'autre pense, sente et peut-être, pour la première fois, se rende compte qu'il ne t'a pas garanti. Et c'est dans cette prise de conscience que réside le regret. Parce que personne ne valorise ce qu'il croit qu'il ne perdra jamais. Mais lorsque la perte commence à se faire sentir, le cœur se trouble. Montrer ton absence, c'est aussi un acte d'amour propre. C'est reconnaître que tu as déjà donné tout ce que tu pouvais à ce moment-là et que continuer à t'offrir à ceux qui ne savent pas recevoir est injuste pour toi. La seule façon de préserver ta santé émotionnelle est d'interrompre le flux de la délivrance. Et cela demande du courage, une présence intérieure, de la maturité. Beaucoup confondent absence et indifférence, mais ce sont des opposés. La personne indifférente passe simplement à autre chose. L'absent, lui, se retire par choix. Consciencieusement, il le fait, mais il le ressent sans se laisser emporter. Cependant, il ne l'utilise pas comme une excuse pour s'humilier. Il comprend que si quelque chose doit être récupéré, cela ne se produira pas par insistance, mais par absence. L'absence, lorsqu'elle est bien placée, est plus forte que n'importe quel mot. Le stoïcisme enseigne que nous ne devons pas rester prisonniers de ce qui échappe à notre contrôle. La présence de l'autre échappe à ton contrôle, le désir de l'autre aussi. Mais sa présence, son engagement, cela t'appartient. Et tu peux le choisir. Tu peux décider où, comment et à qui tu l'offriras. Lorsqu'on prive ceux qui ne l'ont pas su apprécier de ce privilège, un message silencieux et puissant est envoyé. Il y a des limites, et je les connais. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, ceux qui t'ont rejeté ne réaliseront l'intensité de ta présence que lorsqu'ils sentiront ton absence. Tandis que tu es là, essayant de prouver à quel point tu tiens à eux, cherchant à arranger les choses, cherchant à maintenir le lien, l'autre est anesthésié. Mais la coupure se produit lorsque tu t'éloignes. Et cette coupure ne saigne pas immédiatement. Elle est lente, silencieuse, corrosive. L'absence commence comme un murmure, puis devient un écho, et avec le temps, elle devient un cri que l'on ne peut plus ignorer. Mais voici la partie la plus délicate. Pour que l'absence ait du pouvoir, elle doit être réelle. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas « je vais disparaître juste pour voir si ça revient ». Cela, c'est de la manipulation, et le cœur humain reconnaît quand il est manipulé. La véritable absence vient de la certitude qu'il n'est plus nécessaire de prouver quoi que ce soit. C'est à ce moment-là que tu te dis à toi-même « j'ai fait ce que j'ai pu. Maintenant, c'est à mon tour ». Cette attitude, lorsqu'elle est sincère, transforme tout, car tu n'es plus attaché à l'attente du retour. Tu es centré sur ta propre reconstruction. Et ironiquement, c'est précisément à ce moment-là que l'autre commence à te manquer, parce que ton absence devient un miroir.
un miroir qui reflète ce qu'il a perdu. Et cette réflexion est souvent le début du changement. Le plus difficile, peut-être, est de maintenir cette absence face aux tentations. Le désir de regarder le profil de l'autre, d'envoyer un message court juste pour voir comment il va, ou de répondre à une provocation. Mais chaque fois que tu tiens bon, tu t'assures que cette absence n'est pas un châtiment, mais un soin pour ta santé mentale, ton estime de toi, ta paix intérieure. Et peu à peu, quelque chose change en toi. L'espace qui était auparavant occupé par l'anxiété commence à se remplir de présence intérieure. Tu commences à t'écouter davantage, à te comprendre, à te renforcer. Et tu te rends compte que tu n'as besoin de personne pour te sentir complet. L'absence était en réalité le commencement de ta plus grande présence. Montrer ton absence, c'est aussi une invitation pour l'autre. Une invitation à réfléchir, à repenser, à revoir. Mais cette invitation n'est efficace que lorsque tu ne cherches plus à ce qu'il l'accepte. Tu t'éloignes. Et si l'autre a une certaine maturité émotionnelle, il le comprendra. Sinon, tu t'es libéré d'un cycle qui ne t'aurait jamais apporté la paix. Dans les deux cas, tu gagnes. Au fond, ce sont ceux qui ont peur de l'absence qui n'ont pas encore découvert la puissance du silence. Ceux qui pensent qu'ils doivent être présents tout le temps sont ceux qui ne comprennent pas encore la valeur d'être manqués. Parce que le véritable amour ne se maintient pas par insistance, il se révèle dans son absence. Et celui qui ressent vraiment l'amour reviendra, mais seulement lorsqu'il réalisera qu'il ne peut plus accéder à ce qu'il avait toujours eu gratuitement. Alors, montre ton absence, mais pas comme une stratégie. Fais-le comme le reflet de ton choix de ne pas rester là où tu n'es pas vu. Ce n'est pas un châtiment, c'est un acte de respect pour tout ce que tu es. Et si un jour cette absence devient insupportable pour ceux qui t'ont rejeté, qu'ils reviennent, mais qu'ils le fassent par choix, pas par besoin. Parce que tu n'attendras plus. Tu vis pleinement, sereinement, et enfin en paix avec ta propre présence. Après un rejet, il est courant de commencer à te voir à travers les yeux de la personne qui t'a quitté. Tu te remets en question, tu passes en revue les conversations, tu revis les moments, et sans t'en rendre compte, tu commences à chercher l'erreur en toi, comme si le rejet était la preuve de ton échec personnel, comme si ta présence n'avait plus suffi. Mais c'est l'une des distorsions émotionnelles les plus cruelles que l'abandon puisse engendrer. Cette fausse idée que si quelqu'un part, c'est parce que tu n'as plus de valeur. Bien au contraire, le stoïcisme nous rappelle que la manière dont les autres nous traitent en dit plus sur eux que sur nous, et que notre valeur ne dépend pas de ceux qui nous reconnaissent, mais de ce que nous sommes lorsque personne ne nous regarde. Valoriser ta présence, c'est commencer à te souvenir de tout ce que tu offres lorsque tu es auprès de quelqu'un. C'est te reconnecter à l'impact silencieux que tu crées simplement par ton existence, par le fait d'être là, de ressentir, d'écouter, de soutenir, de construire. Tu n'essaies pas de te convaincre que tu es spécial, tu te donnes juste le droit de t'en rendre compte sans dépendre du regard de l'autre. Et lorsque tu commences à faire ce mouvement, tout autour de toi change. Tu cesses de te demander « Pourquoi ne m'aimait-il pas ?» Et tu commences à te demander « Pourquoi ai-je accepté de rester dans un endroit où ma présence n'était pas reconnue ?» Cette inversion de perspective est puissante, car elle déplace le focus de la carence vers ce qui importe réellement. Toi, ton histoire, tes choix, tes douleurs, tes vertus. Valoriser ta présence, c'est comprendre qu'elle est un cadeau et que tout le monde n'est pas prêt à le recevoir. Certains vivent encore en mode automatique, dans l'immaturité émotionnelle, dans l'ego surdimensionné. Et cela ne diminue en rien ce que tu es. Le problème, c'est que trop souvent, tu as donné ta présence à ceux qui n'étaient mis pas prêts, à ceux qui ne savaient que recevoir, mais qui ne savaient pas offrir, à ceux qui confondaient disponibilité et faiblesse. Et c'est pour cela qu'après un rejet, le premier pas est de ne pas courir après l'autre. Le deuxième est de contrôler ta réaction. Le troisième est de maîtriser le silence. Le quatrième est de montrer ton absence. Mais le cinquième, et peut-être le plus important, est de revenir à toi-même et de te reconnaître à nouveau. Pas pour la douleur,
mais pour la lumière. Valoriser ta présence, c'est plus que de l'estime de soi, c'est de la conscience. C'est savoir combien tu contribues, même dans le silence. C'est te rendre compte que ta capacité à écouter, à étreindre, à te soucier, à être présent dans les détails, a de la valeur. C'est laisser de côté le besoin d'être accepté et commencer à choisir où il vaut la peine de rester. Parce que lorsque tu ne valorises pas ta présence, tu finis par te donner à n'importe quel espace qui s'ouvre à toi. Et cela te fragmente, te fatigue, te fragilise. Mais quand tu commences à traiter ta présence comme quelque chose de sacré, tu changes ta manière de te positionner dans les relations. Tu cesses de mendier et tu commences à choisir. Tu n'acceptes plus les miettes émotionnelles, tu ne te contentes plus de demi-mesures, parce que tu sais que ta présence mérite réciprocité. Et la réciprocité n'est pas un luxe, c'est le minimum. Ce qui est fascinant, c'est que lorsque tu commences à te valoriser, le monde autour de toi le ressent. L'énergie change, la posture change, ta présence devient plus solide, plus ferme, plus magnétique. Et alors, ceux qui t'ont rejeté commencent à sentir ce changement, à distance, non pas parce que tu as fait une scène, mais simplement parce que tu as cessé de t'annuler. Et cette nouvelle vibration dérange, attire et parfois même agace. Tu ne cherches plus à prouver quoi que ce soit et cet être devient tellement rare à une époque où tant de personnes ont besoin des autres qu'il devient irrésistible. Celui qui t'a perdu commence à le ressentir, non pas à cause de l'absence, mais en raison de la présence qui se refuse désormais à être gaspillée. Ceux qui ne t'ont pas su reconnaître commencent à se demander ce qu'ils ont perdu, car ton énergie n'est plus là, à orbiter autour de l'autre. Elle est revenue au centre, pour toi. Et attention, cela n'a rien à voir avec de l'arrogance, c'est de la clarté, de l'équilibre émotionnel, c'est la maturité. C'est toi qui assumes enfin le rôle de protagoniste de ta propre vie, en cessant de dépendre de l'approbation des autres comme mesure de ta valeur. C'est fini. Le temps où tu mendiais des espaces qui ne te soutiennent plus. Tu n'as plus besoin de diminuer ton énergie pour t'adapter à des relations superficielles. Valoriser ta présence, c'est aussi accepter que tout le monde ne te verra pas. Et cela, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas ton travail de convaincre les autres de ce que tu mérites. Ton travail, c'est d'agir de façon à ce que ta vie elle-même chasse ce qui n'est pas pour toi et fasse ressortir ce qui est réellement fait pour toi. Parfois, cela nécessite de la solitude. La solitude est souvent le prix à payer pour l'intégrité, car ceux qui se valorisent vraiment préfèrent être seuls que mal accompagnés. Ils préfèrent attendre patiemment que se vendre à bas prix, préfèrent préserver leur dignité plutôt que de négocier leur essence. Et ce type d'attitude ne fait pas seulement monter ton énergie, il sélectionne sans effort qui entre et qui sort de ta vie. Au moment où tu commences à considérer ta présence comme un cadeau, tu changes la donne, car tu n'es plus là par nécessité, mais par choix. Et c'est ce qui déstabilise le plus ceux qui t'ont rejeté. Cette personne comptait en réalité sur ta dépendance, sur ta fragilité, sur ta nécessité d'être vue. Mais maintenant, face à quelqu'un qui est suffisant par lui-même, qui se reconstruit, qui se met en priorité, elle ne sait plus comment agir. Et ironiquement, c'est à ce moment précis que l'esprit de l'autre commence à se remuer. Il commence à se souvenir des moments où tu étais là, entier, disponible, vulnérable. Il commence à réaliser qu'il a perdu quelque chose qui peut-être ne reviendra pas. Et ce sentiment est dévastateur pour ceux qui un jour ont cru qu'ils t'auraient pour toujours. Tout à coup, tu deviens quelque chose de rare, pas par ton absence, mais par la nouvelle présence que tu incarnes. Celui qui ne se force pas, qui ne supplie pas, qui ne traîne pas, mais qui simplement est. Valoriser ta présence, c'est l'ultime étape du changement, car tu n'es plus dépendant du retour de l'autre. Si cela revient, tant mieux. Sinon, tu as appris à prendre soin de toi. Tu as appris à te choisir toi-même et tu as compris que la plus grande erreur qu'on puisse faire dans une relation, c'est de s'oublier soi-même pour essayer de sauver l'autre. Maintenant, quiconque souhaite marcher à tes côtés devra le mériter. Pas par arrogance, mais par respect.
respect pour le chemin que tu as parcouru, pour la douleur que tu as traversée, pour la conscience que tu as construite. Et ça ne se négocie plus. Et si tu as senti que cette vidéo a parlé à ton âme plus que n'importe quel autre message, alors abonne-toi à la chaîne, car ceci n'est que le début de ton changement. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.